Bonjour, aujourd'hui on va parler de monnaie puis d'inflation. Alors c'est un peu compliqué d'avoir une vie sur YouTube et puis une vie sur les différentes plateformes. En fait, je n'ai qu'un seul blog que je duplique sur l'ensemble des plateformes et qui fait écho aux vidéos YouTube que je peux faire. Donc c'est un peu compliqué de faire le va-et-vient entre les deux. Donc je vous rappelle si vous voulez me suivre. Moi en l'occurrence je suis sur Twitter, mais c'est publié sur le même. Toutes les infos qui sont publiées sur Twitter partent sur Telegram, sur un groupe Discord, sur LinkedIn, sur un Facebook, Instagram, même si on a un petit souci à régler Instagram actuellement pour transmettre les vidéos en automatique. Et puis j'envoie quelques emails pour la finance et puis pour le business. Voilà, donc choisissez sur mes vidéos en permanence, vous avez accès pour vous inscrire, choisissez la plateforme que vous voulez, mais dans ce seul flux, euh, c'est des informations souvent très complémentaires aux vidéos. Et donc, comme vous regardez souvent les vidéos sans le flux, bah, vous m'écrivez par email alors que les réponses sont dans ce flux. Donc, on va faire un exemple aujourd'hui sur la monnaie et l'inflation. Alors, sur l'inflation, déjà, pour commencer, c'est un truc pourrave l'inflation parce qu'en fait, les gouvernements taxent. L'inflation, c'est du vent en fait, c'est une dévaluation monétaire et les gouvernements taxent les écarts et donc l'inflation créant des écarts, vous vous retrouvez, nous nous retrouvons tous, enfin surtout vous, enfin tous ceux qui ne sont pas organisés contre cette haute injustice, se retrouvent à payer des impôts sur de l'inflation, donc sur du vent, ce qui fait qu'en fait leur charge réelle d'impôt augmente en permanence puisque les écarts qui sont créés sont fictifs tout simplement. Donc l'inflation dans le monde occidental target, là, si je vous affiche ce que j'ai mis sur Twitter, on voit le détail de l'inflation américaine, plus de 100%, moins 100%. Donc si on regarde, il n'y a jamais de hasard, il faut aussi arrêter de prendre pour des cons les gens qui gèrent le monde, ils sont tous sauf cons, ils sont esclavagistes, ils sont diaboliquement intelligents de mon point de vue. Et donc si on regarde les dépenses inflationnistes, où, dans quelles dépenses en fait l'inflation a fortement augmenté, on découvre que du moins aux États-Unis, mais on retrouve ça dans l'Occident. Ce qui coûte cher, c'est la formation à l'école, donc faire des enfants, l'hôpital, donc être malade, médical, voilà, tout ce qui est dépenses de santé. Et puis après, les enfants, en fait, coûtent très cher au-delà de l'éducation, tout ce qui concerne les produits de dépenses pour élever des enfants. Et puis après, on trouve la maison et puis la bouffe et puis l'énergie qui sont les dépenses basiques de tout occidental pour vivre. Mais on voit déjà que ces dépenses basiques ont beaucoup moins augmenté. Donc, pour moi, le gouvernement mondial est intelligent parce qu'il target le besoin reptilien de reproduction de l'être humain en fait, via la famille, via le mariage, via la femme, via les enfants, via l'école. Donc ça, c'est targeté. Il y a une énorme inflation dans ces secteurs. Et en plus, on prend des impôts par-dessus. Voilà. Donc, c'est ce que je disais dans mon tweet. Pour un mec comme moi, je vous vends pas mon lifestyle, hein, chacun son bordel. Mais moi, je n'ai pas d'enfant, j'ai pas de pays, je crois pas au pays, je crois pas à la famille, je crois pas aux femmes. Et je suis jamais malade. Donc, du coup, toutes les dépenses qui sont hautement inflationnistes en zone dollar, bah, je les ai pas. Et paradoxalement, toutes les dépenses que moi j'ai, qui est le lifestyle, s'amuser, les copains, le machin, le truc, et bah ça, c'est plutôt stable ou déflationniste depuis 20 ans. Et donc, moi, je me retrouve dans une situation assez idéale pendant que les gens qui ont d'autres valeurs que les miennes se retrouvent complètement targetés par les gouvernements politiques et se font essorer littéralement. Alors, bah, leur réponse est toujours la même, c'est il n'y a pas que l'argent dans la vie qui compte ou s'amuser. On est responsable de la survie de l'espèce humaine sur Terre et tout un tas de grands principes. Je pense qu'on commence à se rattacher aux grands principes quand on s'oublie soi-même et qu'on commence à se sacrifier. C'est pas bon en fait, c'est qu'on n'a pas fait un travail de s'interroger sur qui on est, quels sont nos besoins et ce qui compte vraiment. Donc je veux bien croire hein, que pour certains, on crée une famille, ça compte vraiment. Maintenant, sur ce sujet, les études, parce qu'il y a une chose, c'est ce qu'on pense être, et puis il y a une autre chose, c'est ce qu'on ressent vraiment, et surtout les statistiques. Donc quand on commence à faire des études sociologiques avec 30 000, 50 000, 100 000 personnes occidentales, et qu'on fait des questionnaires un peu plus subtils que des questionnaires par la Michu, et qu'on cherche à établir ce qui rend heureux ou pas, on découvre que systématiquement, sur une échelle de 1 à 10, les 20% de réponses les moins heureuses sont systématiquement des gens qui ont fait des enfants. C'est con, hein, mais les enfants, c'est des contraintes, c'est beau, ça apporte beaucoup, il n'y a pas de problème. Mais c'est aussi un tueur
parce que les États l'utilisent tout simplement, et que ça rend la vie beaucoup beaucoup plus compliquée dans le monde moderne d'avoir une famille, d'entretenir une famille. Quelque part, on se sacrifie, c'est un sacrifice de l'homme, voilà. Donc les hommes ont du mal à se l'avouer, bien sûr. Il n'y a pas de mots pour décrire de devoir choisir entre sa vie d'homme ou sa vie de famille, ou alors sa vie de plaisir et d'heureux. Voilà, enfin, c'est des choix qui ne devraient pas être sur la table, mais la réalité concrète, prouvée, et donc là, c'est pas les interprétations, c'est prouvé statistiquement, c'est que voilà, on est dans un système qui offre un choix et un prêt à payer pour toutes ces dépenses là, pour toutes ces dépenses, ces impôts sur du vent. Donc ça, c'est la première chose que je voulais mettre sur la table suite aux dernières vidéos. Et ensuite, la deuxième que j'ai complétée dans Twitter. Donc il y a un énorme problème de monnaie. Donc je me suis épanché sur mon Venezuela avec Binance. Donc il y a une chose quand même que je constate, c'est que la religion des cryptos, ça rend un peu concon, un peu aveugle. Donc j'ai pris 50 emails suite à ma dernière vidéo postée il y a 2 jours, que je peux aller vous chercher d'ailleurs. Voilà, donc je l'appelle SVB pour ceux qui l'ont pas vu, je mettrai le lien sous cette vidéo, l'équation du système malade, ma réponse pour agir, dans laquelle en fait je reviens toujours à la même chose, qui est que l'esclavagisme moderne passe par et l'inflation et la monnaie, et que l'équation globale macro du système actuellement est cassée, et qu'en fait c'est pas une faillite bancaire due à des phénomènes de peur et techniques, puisque les banques encore une fois prêtent de l'argent, ça n'a rien à voir avec le problème majeur de l'équation qui va pas se passer bien. Et donc j'explique notamment que le système est en train de se verrouiller dedans. Alors je vous laisse aller voir pour avoir le détail. Et en fait, j'ai osé dire que j'utilisais Binance, bien évidemment, pour une monnaie, pour la fonction monnaie d'échange. Et donc là, évidemment, c'est parti en couille tout complet, puisque dès qu'on aborde le sujet crypto, en fait, le sujet des cryptos attire les gens arrogants. Ça, c'est ce que je constate. Il y a beaucoup d'arrogance chez tous les religieux de la crypto. Et cette arrogance, le problème, c'est que ça coupe de réalité, tout simplement, ça aveugle, et il n'y a même plus possibilité d'écouter, ou même pas possibilité d'imaginer autre chose que leur religion, ce qui est complètement aberrant. Donc, je vais vous expliquer pourquoi Binance, pourquoi la crypto dans l'univers des pays émergents. Donc, aujourd'hui, comment dire, on a 4 pays, basiquement, c'est ce que j'ai mis sur ce tweet. On a 4 types de pays. Non, d'abord, je vais commencer par vous rappeler une chose. La monnaie, c'est certes une réserve de valeur pour le futur, mais la monnaie, c'est aussi un outil d'échange. Il n'y a pas d'humanité sans échange, et il n'y a pas d'échange sans monnaie. Voilà. Donc, en fait, le fondement même de qui nous sommes en tant qu'être humain repose sur la monnaie. On peut pas fonctionner. Dans les prisons de partout, il existe des milliers de monnaies sur Terre, des locales, des nationales, des mondiales, des prisons, des toutes petites communautés. Nous sommes obligés d'avoir un outil pour pouvoir s'échanger de la valeur, puisque sinon ça veut dire qu'on serait tous autonomes à 100% chacun dans notre coin, ce qui est totalement impossible. Donc sans l'autonomie complète et totale, obligatoirement, il y a une question de monnaie qui est sur la table. Donc les mecs, c'est sympa de dire oui, le Binance, la monnaie, les cryptos. Non, je vous parle spécifiquement des cryptos en tant qu'outil de monnaie pour échanger des choses et pour vivre. Donc en plus, à aucun moment dans ma vidéo, j'arrive, ouais, machin, le crypto, le machin anti-état. Non, jamais. Je lui dis, je vis, voilà, j'ai une vie au Costa Rica, une vie à Panama, une vie au Venezuela. Et donc maintenant, pour pouvoir vivre, il y a forcément besoin de faire des échanges, d'acheter, de vendre et de construire des choses, voilà, des relations, payer des gens, acheter des matériaux, des services, des machins, des bidules. Ça se passe avec une monnaie. Donc que ce soit du dollar, de l'euro ou des cryptos, pour moi c'est la même chose. C'est même pas, je comprends même pas qu'il puisse y avoir débat là-dessus, mais pour les mecs arrogants des cryptos, c'est tout de suite un débat. Parce que les monnaies sont dégueulasses, le dollar appartient à un pouvoir mondial et donc tout de suite il faut niquer pour aller faire des échanges uniquement en crypto. Je comprends pas en fait tout ça, mais je pense que ces gens-là sont pas très connectés à l'économie réelle, et donc du coup leur besoin en monnaie en termes d'échange est tellement limité. Puis je pense aussi qu'il y a un problème de tout simplement de conscience de soi dans le fonctionnement quotidien et comment marche la vie. Donc du coup l'arrogance termine et aveugle tout ça. Bon bref, dans le monde actuellement on a 4 types de pays, 4 types de contraintes avec lesquelles il faut dealer. Donc on a des pays, c'est le premier, donc là j'ai pris dollar officiel. Je parle des pays en fait qui ne sont pas dans le G10 avec des monnaies nationales en fait.
bien évidemment que les Américains à l'intérieur des États-Unis, que les Français à l'intérieur de l'Europe ont une monnaie nationale qui est l'euro, le dollar, l'Australien au dollar australien, le Canadien avec le dollar au Canadien, etc. Donc ces pays-là n'ont pas de problème de monnaie. En fait, c'est le cinquième cas, mais ce cinquième cas, il n'y a même pas de question à se poser. C'est pour ça, je pense aussi qu'il y a ce problème de mauvaise perception de ce que c'est qu'une monnaie, puisque tout simplement, quand on a la chance, et c'est pour ça que je parle d'arrogance, parce que quand on a la chance d'habiter dans un pays où justement il y a une monnaie nationale, et ben au lieu d'ouvrir sa gueule comme ça, on devrait dire putain, j'ai la chance d'habiter dans un pays qui me propose une monnaie avec laquelle je peux fonctionner. Mais il faut comprendre une chose, c'est que on est 8 milliards. Il y a 7 milliards de gens sur Terre qui n'ont pas cette chance. C'est-à-dire 80% de la population mondiale n'a pas cette chance. Donc, elle est obligée de dealer avec de la merde. Et donc, moi, je vais parler de la merde monétaire, dans comment ça se passe et avec laquelle je deal aussi. Moi, personnellement, je trouve que c'est une source d'opportunité, mais je comprends bien que pour la majorité des gens, le monétarisme, ça leur passe à 15 années-lumière au-dessus de la cervelle et que donc, pour eux, c'est de la merde. Pour moi, encore une fois, c'est que du bonheur. Ça m'éclate, justement, vivre aux États-Unis avec de dollars en poche, ça m'intéresse pas des masses, puisque je pourrais pas faire tout ce que je fais. Puisque les opportunités naissent le plus souvent et plus facilement dans la merde que dans un univers complètement carré où tout est arbitré, tout est efficient et c'est très dur de pouvoir s'en sortir. Donc c'est la dualité, il n'y a pas une chose sans son inverse et il n'y a pas les avantages sans les inconvénients et les inconvénients avec des avantages. Donc je vais vous parler des inconvénients monétaristes de 7/8 de la population mondiale. Donc vous avez des pays dans le monde qui ont une monnaie mais qui considèrent d'autres monnaies, comme généralement le dollar ou l'euro, comme des monnaies nationales. Par exemple, je crois que le Monténégro n'a pas de banque centrale et considère l'euro comme une monnaie nationale. À Panama, le dollar américain est considéré comme une monnaie nationale. Donc ça, c'est le cas de figure numéro 1, qui est le cas de figure le plus facile, parce que c'est quasiment le même cas de figure qu'on peut retrouver aux États-Unis et puis en Europe, sauf que en utilisant une monnaie nationale d'un autre pays, en la rendant nationale chez soi, se met en place tous les problèmes de productivité et de compétitivité du peuple. Mais évidemment, vous vous doutez bien que le Panama, avec 79 de QI, ils ont un peu de mal à faire la compète avec des Américains qui ont un QI de je sais plus combien, mais qui est largement supérieur. Donc, il faut faire quand même attention avec ce système-là au transfert de valeur, et puis au problème d'être incapable de monter des industries ou de produire et d'exporter parce qu'on n'y arrive pas, quoi. Par exemple, le Panama est incapable, à cause de ce dollar, de produire des oignons. Les oignons coûtent moins cher de les acheter à Rotterdam, de les expédier par bateau, de les livrer, de mettre une surtaxe de, je sais plus, 200%. Et ben, le Panama arrive en période de production des oignons à sortir des oignons qui sont plus chers que ceux importés avec la taxe de 200% plus le transport. Donc c'est quand même pas si. C'est cool pour les mecs comme moi, une monnaie comme le dollar officiel dans un autre pays que l'origine. C'est pas cool pour les locaux, hein. Il y a quand même toujours un prix à payer. Ensuite, le deuxième cas de figure, qui est celui du Costa Rica que j'ai expérimenté, c'est vous avez une monnaie nationale. Par exemple, au Costa Rica, c'est le CRC, le colon. Et puis, le Costa Rica tolère une autre monnaie nationale à l'intérieur. Donc, il y a littéralement deux monnaies qui circulent dans le pays. Alors, ça veut dire quoi une deuxième monnaie non nationale mais officielle? Ça veut dire que les banques sont autorisées à distribuer cette monnaie. Donc au Costa Rica, vous pouvez avoir des comptes en colon et puis vous pouvez avoir des comptes en dollars dans les banques. Il n'y a pas de problème. Donc c'est avec ça que j'ai compris le monétarisme, puisque je vivais en Thaïlande et au Costa Rica et j'ai commencé à me gratter la tête au début des années 2010 en me disant qu'est-ce que je suis en train de branler, qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Je me suis bien sûr, j'ai fait mes petites erreurs, mes petits échecs au départ avec des petits montants hein, pour vivre de 5 000 $, 10 000 $, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais putain, c'est quoi ces escarres? C'est comme ça que j'ai découvert tout l'intérêt de piger le monétarisme mondial, parce qu'en fait, on peut gagner plein de pognon sans rien branler, juste avec les contradictions des États, et vous savez comme moi que les politiciens sont super doués pour faire de la merde et des contradictions. Donc, je me suis dit, c'est cool, je vais faire ma vie là-dedans, comme ça sera garanti que je pourrai toujours m'en sortir. Donc, le Costa Rica a deux monnaies. Il y a un certain nombre de pays sur Terre qui ont deux monnaies. C'est assez confortable de vivre dans un pays où il y a deux monnaies. Tout dépend en fait à nouveau de la manière dont est géré le pays par rapport à la deuxième monnaie officielle d'un autre État et c'est ce qui permet de faire de l'arbitrage. Notamment des emprunts, des achats de matériaux, en quoi vous les libellez, faut faire gaffe au prix de vente aussi de ce que vous produisez dans les pays, etc. etc.
Alors, ces deux premiers types de pays, généralement, sont plutôt compréhensibles et jouables. Voilà, c'est pour les débutants, on va dire. J'étais débutant comme tout le monde en 2010, en 2009. Hein, je suis arrivé en 2009, j'ai acheté mes terrains en 2009 au Costa Rica. Donc, voilà, donc pour débuter, c'est un univers safe. Après, on va rentrer dans de la vraie merde. Donc, la vraie merde, c'est quand même, je pense, 6/8 de la population mondiale, c'est-à-dire ça va être 150 pays dans le monde. Où là, bah, du fait de la corruption, c'est-à-dire un système oligarchique qui achète des politiciens, il n'y a même pas d'élection, enfin s'il y en a, elles sont fausses, et ils payent des mecs pour littéralement enslaver, mettre en esclave le peuple, mais littéralement, c'est même pas caché, voilà, via l'inflation et via la monnaie, et via l'émission de monnaie par les banques centrales. Donc là, on est dans du tiers-monde, dans du bordel. Donc vous avez deux cas de figure dans le bordel. Vous avez le cas de figure d'une monnaie nationale et du dollar dans la rue. Alors ça veut dire quoi, de dollar dans la rue? Le dollar dans la rue, c'est celui qui est... Il faut savoir que 80% du dollar aujourd'hui n'est pas situé à l'intérieur des États-Unis, mais à l'extérieur. Il n'y a que 20% des billets de dollars et des monnaies dollars qui circulent aux États-Unis. 80%, toute la masse monétaire américaine pour le hockey cash circule en dehors du pays. Donc c'est dans la rue, c'est entre les commerçants, c'est même quand vous achetez de la bouffe, vous pouvez payer en dollars. Et le souci, c'est que la banque, vu que la monnaie n'est pas officielle, les banques ne vous distribuent pas de dollars. Donc il faut le faire entrer dans le pays. Donc là, on n'est plus du tout dans le modèle type Costa Rica ou Panama, on rentre dans de la merde qui est que comment faire pour faire rentrer du dollar. Donc pourquoi payer en dollars? Alors dans un pays, ça par exemple c'est le type Thaïlande, dans un pays où l'inflation est normale, l'économie est normale, la monnaie nationale est normale ou plutôt forte, pas de problème. Ce que vous faites, c'est que vous faites des virements depuis l'étranger dans votre banque qui va vous les changer en direct à l'arrivée et qui va vous donner du Thai baht dans votre poche. Et c'est pas un énorme problème tout simplement parce que la devise vous permet de conserver un peu de valeur puisque l'inflation est faible et donc vous pouvez tout simplement fonctionner avec la monnaie locale tout en tout en conservant des dollars de rue si vous avez envie, ou en envoyant des dollars via la banque qui va les changer dans votre compte local. Ce qui est très important dans un pays comme la Thaïlande, c'est qu'il faut que le pays, même si le pays est casse-gueule en termes de structure juridique, en termes de gestion, en termes de droit, l'économie va bien. Donc, et l'inflation est normale puisque les emmerdes de la devise démarrent avec le niveau d'inflation. Donc tant que vous avez entre 5 et 10% d'inflation par an au moins, tout va très bien. C'est encore une fois un pays qui est gérable. En fait, j'ai dit que les deux derniers, c'était pas gérable, mais et en fait, c'est faux. Les trois premiers sont gérables, et puis après, on rentre vraiment dans la merde. Les 7/8e, c'est juste le cas numéro 4. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez la même situation qu'en Thaïlande, c'est-à-dire vous avez une monnaie nationale, vous avez du dollar dans la rue, sauf que le pays fait n'importe quoi avec de l'hyperinflation. Alors hyperinflation ou forte inflation. Généralement aux États-Unis, on a entre 3 et 6% d'inflation, entre 2 et 6% d'inflation. Donc si votre devise, et puis en Europe, il y en a un peu moins. Donc si votre devise initiale, c'est le dollar et puis l'euro, avec entre 2 et 6% d'inflation, vous pouvez tolérer que le pays dans lequel il vous accueille, le pays fasse 10% d'inflation, mais enfin à partir de 15% d'inflation jusqu'à 100% ou 1000%, là on a un problème majeur sur les bras, parce que la devise nationale dans laquelle vous fonctionnez pour votre quotidien, c'est de la merde, c'est une poubelle, ça dévalue tout de jour en jour, les prix dévaluent, et donc il devient impossible de fonctionner, ne serait-ce que garder une semaine un billet sur soi, vous êtes déjà perdu, je sais pas combien, en Venezuela, vous pouvez perdre 10%, 20% dans le mois, facile, 30%, la valeur, ça dévalorise, ouais, 30, 40, 50%, je parle même pas de l'hyperinflation de 2016-2017. C'est là que les emmerdes démarrent. Je suis pas venu vous faire une vidéo pour vous dire Binance, je fais de la crypto, et puis non, t'as qu'à te faire un virement, et puis bidule. Non, mon problème c'est pas celui-là. Ah non, mais pourquoi tu détiens tes cryptos sur Binance? Binance c'est de la merde et tout. Mais parce qu'on peut pas fonctionner autrement qu'avec des wallets, et que si le wallet il est pas diffusé chez tout le monde, le même wallet, ça fonctionne pas, parce que les gens n'ont aucune solution pour juste acheter leur bouffe. On n'a aucune solution pour payer un mec. Quand je dois payer des mecs au Venezuela, il n'y a pas de solution. On peut pas envoyer un transfert bancaire, on peut rien faire.
Donc, c'est là où les cryptos apportent une réelle valeur ajoutée, fantastique même, de liberté. Ben, qu'est-ce que font les gens quand ils sont trahis par leur pays comme ça, que ce soit en Argentine ou au Venezuela? Ben, il reste plus que PayPal, il reste Binance, il reste un machin qui s'appelle Kel aussi, qui fonctionne avec les Vénézuéliens qui sont immigrés aux États-Unis. Et voilà. Et puis, comment ça se passe? Eh ben, quand on a de l'argent, c'est Binance. Soit on se paye entre nous là, avec le ID Pay, ou alors il faut sortir l'argent du wallet et le transformer en dollars de rue. Et ça coûte 3,5%. Donc à chaque fois que je balance 10 000 dollars sur mon Binance et que je vais sortir 10 000 dollars de rue au Venezuela, j'ai 350 balles de fees pour qu'un mec, lui, il va prendre mon virement Binance et il va m'amener en cash 9650, il va prendre sa marge pour transformer. Donc le dollar de rue, à chaque fois, il faut comprendre une autre chose, parce que j'ai expliqué ça à Le Kabadi l'autre jour, qui m'a regardé avec un certain intérêt. Je crois que c'était la première fois qu'il entendait ça. Pourtant, je pense qu'en Afrique, c'est la même chose, et il est quand même à La Réunion, pas très loin de l'Afrique. Mais quand je pars au Venezuela, je passe à la banque ici, donc dollar officiel Panama, donc je passe à la banque, je leur réclame 75 billets de 1 dollar, je leur réclame 75 billets de 5 dollars. Généralement, je pars avec 100 ou 200 billets de 20 dollars et puis après, je prends peut-être 50 billets de 100 dollars et je pars avec 7, 8 000 par moment. Ça dépend. Là, maintenant, il n'y a plus besoin de cash, mais dans le passé, c'était ça. Parce que sinon, si vous allez faire vos courses, vous payez au dollar à la grande surface, mais ils vous rendent en monnaie de singe. Donc, vous avez que faire. Des trucs qui cotent des dizaines de millions avec des billets. En plus, ça change tous les 4 matins. C'est imbitable. Donc, si vous n'avez pas l'aptitude à payer net le prix de vente en dollars à votre commerçant, vous ne pouvez pas fonctionner. Donc, soit et les billets de 1 et de 5 ont une valeur, parce que sinon, bah, le mec, si vous avez, je sais pas, si vous en avez pour 102 dollars, bah, vous êtes obligé de payer 105 dollars, et puis vous faites carotter encore 3% par-ci, 4% par-là, parce que vous avez que des billets de 5 dollars. Donc, les billets de 1 dollar, il y a pas d'échange, en fait. Le commerçant prend sa devise en dollars, mais il n'a pas de réserve par moment, il n'a même pas assez de cash en dollars pour vous redonner, faire une transaction basiquement bancaire, un échange basiquement avec une monnaie, ça se passe pas comme ça. Dans les 7/8 de l'humanité, ça se passe pas comme ça quand c'est du dollar de rue. Alors ensuite aussi, on me demande pourquoi est-ce que le dollar de rue, il y a un cours officiel et un cours au black. Bah, tout simplement parce que ça dépend de la masse monétaire en dollars de rue par rapport aux besoins de l'économie locale. Donc si vous manquez de dollars de rue, eh ben, le dollar va augmenter au black parce qu'il y en a plus besoin que le cours officiel fixé par la banque centrale. C'est l'offre et la demande qui va fixer le cours au black. Et comme il y en a, encore une fois, si on voit un bout de papier que vous savez que dans une semaine il a perdu 20% de sa valeur, ça vous intéresse pas d'avoir ce bout de papier là. Ce qui vous intéresse, c'est le dollar. Donc après, les gens, ils regardent ça de l'extérieur, puis l'Europe, ils comprennent pas pourquoi le dollar est si fort, se pète pas la gueule, parce que à cause des dettes et que sais-je, et puis pourquoi l'or monte pas. Mais tout simplement parce que on peut pas faire de transaction avec l'or, et le dollar, pour les 7/8 de l'humanité, on peut pas faire autrement, on peut pas vivre autrement qu'avec des dollars en cash dans sa poche. Et donc Binance, c'est juste la porte d'entrée, c'est l'espèce de tunnel qui permet d'injecter du dollar de rue dans les 7/8 du monde, à condition que ce soit la plateforme locale. J'imagine si c'est Coinbase dans d'autres pays, bah, tout le monde va se mettre sur Coinbase pour faire des échanges à travers la plateforme. Après, on peut tout à fait faire des échanges entre les différentes plateformes. Maintenant, sur Binance, c'est vrai que c'est plus facile avec leurs fonctions entre mêmes membres d'une même plateforme. Avec leur ID, c'est plus facile et c'est beaucoup plus rapide et il n'y a pas de fees. Donc c'est vrai que c'est pratique. Mais PayPal en Argentine, il fait des transactions en Argentine avec PayPal. PayPal, c'est la même chose. On rentre la carte de crédit au Panama en dollars et on va alimenter le PayPal en Argentine. Et le nombre de dollars que PayPal donne en Argentine ne correspond pas au même cours qu'on peut obtenir dans la rue en dollars cash. Donc c'est ça les problèmes qu'il y a. C'est pas un problème de crypto, de plateforme, tout ce que j'ai pu prendre dans la gueule depuis. Et puis vas-y, de prête-nom et tout ça. Donc après, le problème des cryptos, des Binance, c'est que aujourd'hui les accès, on peut pas faire un virement SEPA vers Binance, puisque ce matin un de mes amis essayait d'en faire et il l'a pris dans la gueule. Alors du moins c'était dans une banque suisse, donc c'est été refusé. Il faut envoyer directement des stablecoins pour alimenter un compte. Donc je ne connais pas du tout le merdier européen, puisque moi j'en suis exclu du coup, vivant à Panama, je ne peux même pas traiter des virements européens, encore une fois. Donc je ne sais pas quelles sont les difficultés, mais aujourd'hui il est clair que Binance a fermé l'accès pour tunisiser, je sais pas comment on dit, pour rentrer du fric comme ça, de dollars de rue, on peut plus faire de virements à partir d'une centaine de pays. Et c'est les établissements bancaires sont chargés de vérifier la carte de résidence
afin que même si un Français comme moi, avec un passeport, mais une carte de résidence principale permanente à Permana, et ben les virements sont interdits. Donc aujourd'hui, ça devient compliqué d'alimenter ces plateformes pour après aller vivre dans un pays de bordel et de chaos monétaire. Donc pour l'instant, on y arrive encore. J'imagine que demain, d'autres solutions vont apparaître. Peut-être d'ailleurs que ce ne sera pas les cryptos, mais ce sera peut-être des startups, des fintech en fait. Il y en a en Amérique latine qui sont en train d'émerger, comme Kel et comme d'autres. J'imagine que si les cryptos n'arrivent pas à s'imposer du fait de Swift qui bloque l'accès, j'imagine que petit à petit, le public va se détourner vers d'autres fintech qui vont ramasser la part de marché. Mais en tout cas, il y a une demande forte pour ceux qui veulent entreprendre dans les fintech pour alimenter, pour pouvoir faire les transactions et livrer de la monnaie cash. Bien sûr qu'il y a une demande très forte, on est utilisateur au quotidien et c'est fondamental. Le système bancaire lié au pouvoir politique, lié à l'inflation et lié à la monnaie, ça ne fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne que pour les élites en fait, mais pour le reste du pays, les économies n'ont aucune chance. Donc après, on me demande, Charles, l'immobilier est pas cher, est-ce que je peux investir, etc. Si les comment dire, biens que vous achetez sont libellés en dollars et il y a un marché local qui est chiffré en dollars, alors pas de problème, à nouveau. C'est là où les Européens comprennent pas, les mecs qui sont un peu anti-dollars, ils comprennent rien, parce qu'en fait, ils peuvent même pas s'imaginer que dans l'ensemble de la population mondiale, les transactions ont lieu en dollars, et donc les prix sont affichés en dollars. Donc il faut toujours vérifier avant d'investir que les prix en dollars sont normaux, il y a un historique assez fiable et que le marché local répond bien et valorise bien en dollars les assets. Si vous n'avez pas ça, il faut jamais y aller quoi. Si les transactions sont obligées d'avoir lieu en monnaie nationale parce que c'est un dollar de rue et puis que les gens ne veulent pas c'est interdit ou pour X raisons, il faut jamais acheter aucun asset puisque le prix de ces assets va forcément dévaluer dans la monnaie de singe locale et tout le monde se fait rincer. Des centaines de témoignages sur Esprit Argent de clients qui se sont fait littéralement exploser avec le système de la dévaluation monétaire qu'ils n'ont pas compris. Donc c'est quelque chose de sérieux et le dollar, je suis pas un pro-dollar, je dis c'est juste la réalité. La réalité c'est qu'aujourd'hui le monde ne fonctionne pas sans le dollar. Donc non mais Charles, le pétrole, la Chine, tu comprends, ils sont liés avec l'Arabie Saoudite, avec l'Iran, avec la Russie, regarde, ton dollar va s'effondrer. Les mecs, il faut vous réveiller. Oui, bah ok, ils font des transactions de pétrole, mais c'est combien le pétrole par rapport au PIB mondial? Le PIB mondial, c'est 100 000 milliards, c'est 100 trillions. Donc le pétrole, je sais pas combien ça cote, hein, mais c'est zéro par rapport aux transactions en dollars. Je crois que je sais plus, je crois que le PIB mondial a 60% qui est libellé en dollars. C'est 60 000 milliards de PIB d'échanges humains au quotidien là pour aller chez le médecin, pour payer la bouffe, pour payer le loyer, pour se déplacer. Donc oui, oui, clairement, il y a une tentative pour émettre une monnaie compétitive mondiale et faire la compétition au dollar. Oui, je le nie pas, mais ça démarre. Le dollar, lui, il a un siècle d'existence. Eux, ils démarrent là depuis un an. Donc, j'espère bien. Moi, je suis pour la compétition, mais dans l'état actuel des choses, c'est un machin pour élite, voilà, dans le monde de l'énergie, des armes, des machins, mais ça va pas très loin pour l'instant. Il y a personne qui traite en wang ou dans la rue, j'ai jamais vu ça. Tout le monde est en dollars. Faut vous réveiller. J'imagine, je connais pas bien l'Afrique, j'imagine qu'en Afrique, il doit circuler des euros et du dollar dans toute l'Afrique. Les monnaies de singe, personne les utilise. Donc oui, il y a un changement de global monétaire, enfin un changement géopolitique sur le global monétarisme, mais enfin le changement pour l'instant il est tout petit quoi. Donc à annoncer l'effondrement du dollar et la fin du règne des États-Unis comme tout le monde se branle, ouais, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, qui sait, mais demain, dans les 5 ans, la probabilité elle est de 0,001% quoi. Voilà, donc il faut. Et puis si ça se trouve, peut-être qu'ils vont buter le système pour imposer une monnaie. C'est bien pour ça que la crypto, c'est un outil de mort et qui vont nous tuer. C'est des communistes technologiques avec lesquels ils vont nous tuer. C'est que, justement, la monnaie, c'est la liberté. Enfin, et qu'il suffit, ils veulent, pour moi, le monde, tous les politiciens de la Terre entière et tous les oligarches veulent qu'une seule monnaie mondiale, sous forme de crypto, programmable,
avec lequel ils pourront réguler nos achats, si on veut se déplacer, nos déplacements. Ils pourront aussi nous empêcher d'épargner, puisque c'est avec l'épargne qu'on peut se libérer de l'esclavagisme dans l'économie mondiale. Sans épargne, c'est impossible de se libérer, c'est littéralement impossible. Donc si on crée une monnaie qui empêche l'épargne, il n'y aura plus aucun ascenseur social. Moi j'étais pauvre, hein, donc je sais de quoi je parle. Dès ma plus jeunesse, à l'âge de 18 ans, j'ai compris qu'il fallait comment épargner, capitaliser, c'est la clé du système. Donc j'ai démarré très très tôt. Et si on enlève via la monnaie, si on arrive à déprogrammer cette fonction de la monnaie, la vie sur Terre va devenir un enfer pour les gens. Littéralement, c'est bien pour ça que pour moi toutes les décisions qui sont prises poussent vers ce système-là, parce que les gens qui nous gouvernent sont mal incarnés en fait, et puis ils veulent rétablir le système ancien avec la caste et puis les esclaves et rien au milieu quoi, et les robots pour fabriquer ce qu'ils nous ont délégué pendant quelques centaines d'années avec l'ère industrielle, ils vont mettre des robots à la place. Donc c'est pour ça j'ai un doute, mais je pense pas qu'ils vont instaurer une monnaie crypto mondiale tout de suite, puisque les robots, Elon Musk nous annonce un robot pour 2025-2026, des robots ménagers, des robots pour tout faire, je pense qu'il faut faire attendre 2030. Tant qu'ils ne pourront pas remplacer les humains par des robots, je vois pas trop l'intérêt de tuer les humains dans leur tête via un esclavagisme dur. Parce qu'on en leur est encore utile, mais dès lors que, voilà, avec l'intelligence artificielle, avec l'ordinateur quantum, avec la robotisation et puis l'électrification, dès lors que ça c'est en place, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais à la louche 5, 6, 7 ans, mais dès que c'est en place, petit à petit l'économie a basculé. Bah là, pour moi c'est du quasi, enfin, ou alors j'ai rien compris au monde. Mais si j'ai compris quelque chose, c'est que si j'étais une élite, dès que ça c'est prêt, immédiatement. Donc je pense qu'ils vont préparer, mais ça sera pas obligatoire. Ça deviendra obligatoire après que l'économie puisse fonctionner via la robotisation. Ça sera la fin de l'humanité telle qu'on la connaît. On va la vivre là. C'est le plus grand chamboulement depuis je sais pas combien de temps quoi. Ça va être un truc centenaire quoi. Je sais pas, la révolution industrielle, je sais pas. C'est comme la révolution en France où on a mis la fin à la noblesse. Ça va être pareil quoi. On va assister dans les 10 ans qui viennent à un truc monstrueux quoi. Voilà donc après la question de quoi faire, c'est une longue question qui sort un peu du débat de cette vidéo, mais le débat des cryptos pour moi avec cette arrogance là c'est imbuvable en plus. Franchement, il y a des emails que j'ai reçus, c'est juste imbuvable. Je le dis publiquement. Je vais pas les publier, mais vous pourriez des petits cons qui se prennent pour comme ça parce qu'ils font de la crypto. Mais c'est comme s'ils avaient transformé une finalité. La monnaie est un outil et leur passion, c'est un outil. En fait, pour vous donner une image de ce que je reçois comme email, j'ai affaire à probablement des jeunes, parce qu'il faut être un peu jeune pour être aussi con. C'est, imaginez que vous avez un ordinateur, vous avez Windows, et puis vous avez tous les programmes pour produire de la valeur via un ordinateur. Les mecs, ils sont spécialisés sur Windows, et ils sont passionnés par Windows. Windows, c'est juste un machin pour faire tourner la machine. On a rien à branler de Windows. Ce qui compte, c'est ce que on peut produire après avec un ordinateur. Et non, eux, c'est la monnaie, on a rien à branler, c'est juste un outil. Il y a pas, on ne sait pas comment on peut être passionné par un outil. Mais non, ils sont passionnés par l'outil. Ils oublient complètement la finalité. La finalité, c'est pas de faire de la crypto dans la vie, c'est de faire des entreprises, je sais pas, monter une famille, s'amuser, être un enfant, faire de la spiritualité, mais c'est pas faire une monnaie. La monnaie, il n'y a pas plus con et débile et idiot et inutile qu'une monnaie. C'est pas, j'arrive pas à comprendre personnellement tout ce débat, toute cette religion autour de la crypto, ça me dépasse. J'ai jamais vu aucun Vénézuélien, justement, comme ils sont très terre à terre et que c'est juste un outil. J'ai jamais vu aucun Vénézuélien passionné par la crypto. Tout le monde utilise Binance dans les transactions, mais personne n'est passionné, me parle de crypto. Tout le monde s'en branle complet des cryptos. Eux, c'est juste un outil pour vivre. La monnaie, c'est l'humanité. C'est de là d'où on vient. Si on ne s'associait pas, si on faisait pas les échanges, on serait encore à l'âge de pierre en train de se foutre sur la gueule avec les animaux. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut revenir à la base, quoi. Voilà. Donc, et les mecs des cryptos, m'écrivez plus. C'est bon, ça m'intéresse pas. Maintenant, si vous m'écrivez pour les cryptos, je vais foutre à la poubelle sans lire, donc perdez pas votre temps en fait. Alors après, pour finir cette vidéo, il faut bien d'ailleurs, je suis un privilégié parce que où que j'aille maintenant dans le monde, comme vous êtes 10 000 à me suivre irrégulièrement et puis 5-7 000 réguliers, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc où que j'aille dans le monde, où que j'aille dans n'importe quel pays, certains d'entre vous qui êtes un peu fans de tout ce que j'ai pu faire, donc m'accueillez. Et donc aujourd'hui, ça fait un petit peu bizarre. Donc dans mon expérience nouvelle, c'est mon 5e pays au Venezuela.
Il y a des clients, des 3S, qui sont installés là-bas. Et donc, qu'est-ce que c'est que les 3S? Les 3S, en fait, c'est l'application de tout ce que je viens de vous raconter dans cette vidéo. C'est-à-dire que, je ne sais pas si le programme est là ou s'il faut que j'aille dans l'espace client, mais grosso modo, les questions à se poser, euh, quand on a de l'inflation, pourquoi je vous parle des gens qui m'accueillent? Parce que la dernière fois, il y a 2 semaines, j'étais au Venezuela il y a 3 semaines, là je suis à Panama. euh, Adrien, je crois de mémoire, m'a dit, dans les 3S, il y a 2, 3 règles qui consistent à pas acheter la première année un bien quand on arrive, ou à pas acheter un bien avant d'avoir passé enfin dès le premier mois, quoi, à louer pour sniffer le pays. Il me dit, mais je sais, c'était sur la liste des 3S et j'ai fait l'inverse. Donc maintenant, il se retrouve avec 2 biens à vendre parce que ça correspond pas à ça. Ça fait maintenant 4 à 6 mois qu'il est au Venezuela à temps plein et ça correspond pas à sa manière de vivre. Donc les 3S, ça explique comment dire, s'adapter à un pays, comment démarrer sans se foutre la gueule en l'air. Ça va très vite de se foutre la gueule en l'air dans un autre pays parce que les logiques n'ont absolument rien à voir dans de nombreux pays à celles qu'on connaît en Europe, tout simplement. Mais surtout les 3S, là où j'ai vraiment développé le truc, c'est l'inflation et la monnaie. Voilà, tout simplement parce que monnaie et immobilier, comment pas se faire plumer, ça j'en ai parlé un peu dans la vidéo aujourd'hui. Le plus grand secret que j'ai vu pendant 30 ans pour s'enrichir, ça c'est ce que je fais sur les écarts de monnaie, de pouvoir d'achat, de compétitivité des peuples, et puis les politiciens qui entubent plus ou moins fort les peuples en fait, tout simplement. Le secret c'est celui-là, c'est qu'une fois que vous comprenez comment un politicien vous entube, vous comprenez comment il entube le voisin, puis vous regardez son trou du cul, vous le comparez au vôtre. Si vous voyez que le trou du cul du voisin il est plus large, évidemment vous avez une opportunité en or massif pour gagner de l'argent. Parler très concrètement, un peu cash, mais c'est la vérité. Ensuite, comment travailler moins et gagner plus? Mais c'est tout simplement parce que il faut prendre ce problème d'inflation et de monnaie, le trou du cul dont je viens de parler, et puis il faut regarder les différences entre les pays et comment on s'organise, comment on travaille quand on est entrepreneur. Je sais pousser dans la, comment dire, dans la formation, mais grosso modo, je me suis mis dans la peau du rentier ou retraité, dans la peau de l'entrepreneur, dans la peau de l'investisseur et dans la peau du salarié. Et ces 4 cases vont générer des contraintes avec des besoins différents et les écarts entre pays qui sont généralement durables, beaucoup plus lisibles que ce qu'on peut lire sur les marchés financiers. C'est beaucoup plus. Les gens ne changent pas, hein. Donc s'ils ne changent pas à titre individuel, ils ne changent pas au niveau collectif. Donc ces écarts qui sont stables, au fil des années, ça grossit, ça grossit. Je sais pas, le premier truc qui me vient à l'esprit, depuis, je crois qu'il y a un graphique que j'ai publié dans Université Investisseur pour illustrer ça, mais je crois que c'était sur 30 ans ou 40 ans, la masse monétaire, la création de M2, de masse monétaire en Argentine par rapport à la création de la masse monétaire américaine. Et en fait, on trace une droite des moindres carrés et on voit que grosso modo, chaque année, on a 6% de hausse de la M2 aux États-Unis et puis on a 30% de hausse de la M2 en Argentine depuis 30 ou 40 ans. Ça suffit, c'est avec ça qu'on fait une vie, c'est pas en allant se taper 66% d'impôts, en luttant contre des multinationales, en étant petit entrepreneur en France. C'est trop dur, pourquoi se faire chier? On a l'Argentine qui plume son peuple depuis 40 ans de la même manière, les États-Unis en face qui gèrent différemment leur monnaie, il suffit de commencer à réfléchir à comment cet écart de politique créé par des politiciens qui est durable, comment ça crée des opportunités, soit en tant que salarié, soit en tant qu'entrepreneur, producteur, soit en tant qu'investisseur. Voilà, c'est ça les 3S. Donc j'ai pris tous les cas de figure et puis je vais montrer les schémas. Et donc dans les 3S, il y a systématiquement une règle bien précise pour pas se prendre le système monétaire dans la gueule, donc je n'arrête pas de parler. Et devinez quoi? La moitié des gens ou les 3 quarts des gens que je rencontre désormais qui sont clients des 3S, qui se sont expatriés avec les 3S, et je pourrais faire des témoignages vidéo des mecs au Venezuela voilà, et les 3 quarts du temps, ils font l'inverse. Ils mettent le schéma négatif monétaire, ils le mettent en place, et
Et ben, ça se passe pas très bien au bout d'un certain nombre d'années. Donc là, il y en a au Venezuela, ils démarrent, mais j'en ai vu au Costa Rica, j'en ai vu partout. Généralement, quand on met un schéma monétaire négatif, en 5 ou 10 ans, on l'a pris dans la gueule, on a rien, c'est ne rien comprendre. Et leur réponse, parce que je me gratte la tête, je dis, mais mec, comment enfin, quoi, tu y crois pas, je me suis mal exprimé, t'en as rien à branler, ou machin. Et si Charles, je sais, mais ça me parle pas ou je sais pas, c'est comme il n'y a pas moyen de survivre dans l'économie mondiale en faisant fonctionner le système monétaire de manière négative. Ça peut pas. Vous pouvez pas espérer travailler ou avoir une vie confortable matériellement en ayant un schéma monétaire négatif. Pas possible. Donc, je sais pas, c'est un manque d'instinct de survie. C'est peut-être moi, j'en suis arrivé à penser que les gens ont besoin de faire des erreurs. En fait, je me demande si on peut apprendre quelque chose sans la douleur de l'erreur. Si on peut l'apprendre de quelqu'un d'autre, comme ça, dans un échange, et le mettre en place. C'est comme s'il y a une espèce de programmation. Alors, je ne sais pas si ça se passe au niveau de l'âme, au niveau de la norme, au niveau du mental, de l'être humain, de la culture, je ne sais pas. C'est comme si les gens étaient programmés pour échouer. C'est pour ça que je dis que ma conclusion, c'est que l'humanité est maso, en fait. Elle est programmée pour échouer. Et donc, vous pouvez apporter l'outil qui va aider enfin massivement, parce que les 3S, si vous mettez en œuvre, si vous expatriez avec les 3S, vous mettez en œuvre ce qu'il y a dedans, inévitablement, dans 5 ou 10 ans, vous êtes meilleur que 99% des Français sur un plan matériel, simplement parce que vous faites fonctionner le système en votre faveur. Et donc, c'est très très compliqué de se planter avec ce que j'ai livré. Je l'ai fait pour moi, je sais bien que ça marche. Mais peut-être qu'on ne peut pas apprendre en fait. Peut-être qu'on ne peut pas apprendre des gens. Il faut qu'on échoue. Peut-être qu'il faut d'abord échouer, avoir mal, et puis après se dire ah oui, c'est vrai que j'ai appris dans les 3S et voilà, et maintenant je vais mettre en place, j'ai compris. Peut-être que le chemin de la vie, ça consiste à prendre des baffes. En tout cas, moi, quand je vois des gens sur le terrain, à chaque fois, je me gratte la tête. Je me dis, mais quelle est cette force contre laquelle je lutte? La formation est 3 c'est cher, 1250 euros, c'est pas donné. Donc, mettre 1250 euros dans un programme pour faire l'inverse, quelle est cette force que j'affronte? Et quand on va voir, la partie mentale dit oui, oui, Charles, je sais. Donc, c'est même pas une question de savoir, c'est même pas une question de comprendre. C'est bien qu'il y a une force au fond de l'être humain qui modifie, enfin voilà, je sais pas, à vous d'y réfléchir,